Rebonjour Isabelle. Bonjour Vanina. Alors Isabelle, je vais vous, même régime, même question pour tous les intervenants. Je vais vous demander aujourd'hui, on sait qu'on a un consommateur qui est effectivement en train d'exiger de nouvelles choses en termes de marketing, de rebattre les cartes. Est-ce que ce consommateur a changé? Comment a-t-il changé? Alors il a changé, incontestablement. On a tous changé et plus encore que jamais pendant la période Covid qu'on vient de vivre. Et puis finalement, cette succession de crises, cette crise sanitaire, cette crise énergétique aujourd'hui, qui oblige tout le monde, avant tout en tant que citoyen, je pense, et puis voilà, citoyen consommateur, à réfléchir. Si je reprends le titre finalement de la matinée, moi je ne suis pas du tout persuadée que le consommateur il soit dans une grande démission. Oui, vous n'étiez pas d'accord avec ce titre. Ah ouais, vraiment pas, et je le dis haut et fort. Enfin, moi il y a un chiffre qui m'a beaucoup intéressée il y a 2 semaines, lorsque lors de la journée de la soirée de l'UDECAM, on a eu l'enquête Challenge Harris Interactive. Franchement, en tant que Française, je vous le dis comme ça, j'ai été très émue de voir que le premier mot que les Français aujourd'hui souhaitent associer à leur état d'esprit, c'est le mot détermination. Vous voyez que c'est un vocable qui a pris 15 points en 1 an, tandis que l'inquiétude diminuait, et c'était le premier vocable l'année dernière. Donc, un peuple déterminé, on peut faire de grandes choses avec. Et ce n'est pas forcément l'adjectif que j'aurais comme ça, intuitivement associé aux Français. Et franchement, je m'en réjouis. On voit que le deuxième vocable, c'est l'optimisme. Ça veut dire qu'avec de la détermination et de l'optimisme... C'est pas non plus très français. On peut faire beaucoup de choses. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour notre pays et pour cette transition qu'on a tous à faire en matière de consommation, en matière de déplacement, etc., etc. Vous me parliez de quelque chose que beaucoup ont évoqué, mais que vous avez quantifié. Vous me disiez, en fait, s'il a changé, c'est parce qu'il remet les valeurs au centre. Oui, ça c'est quelque chose qu'on suit depuis pas mal d'années avec l'agence Media Values and Values, parce que ça nous intéresse de comprendre quelles sont les valeurs des médias, des marques médias, et quelles valeurs elles portent, je dirais, vis-à-vis des consommateurs, vis-à-vis des citoyens, et puis quelles sont les valeurs que portent les grandes marques annonceurs. Et comme on a un peu de... Maintenant, on suit ça depuis 2013, donc ça donne un peu de perspective. Et vous le voyez ici à l'écran, ce sont vraiment des valeurs qui sont des très fortes valeurs émotionnelles et des valeurs puissantes. Quand on parle de tolérance, d'attention, quand on parle aussi de sincérité, d'intégrité, sont des mots très forts. Et on peut, là encore, je pense, se réjouir de cette importance des valeurs que les consommateurs mettent au centre du jeu. Charge bien évidemment aux médias et aux annonceurs de s'en saisir, et lorsqu'ils les portent, eh bien, de le faire savoir puissamment. Alors je suis désolée de revenir sur un chiffre qui n'est pas forcément là, mais c'est vrai que ces valeurs sont d'autant plus louables et étonnantes qu'elles correspondent aussi à un recul des valeurs individualistes, c'est ça ce que vous me disiez? Oui, c'est ça. Qui ont prévalu pendant des années, on était très individualistes, et là on se retrouve dans une posture beaucoup plus émotionnelle. Ce qui est amusant, c'est que des valeurs qui ont, je pense aussi, par exemple, il y a 5-6 ans, étaient des valeurs qui étaient très, on va dire, en pole position, comme des valeurs de singularité, des valeurs d'audace, des valeurs de dépassement de soi, qui sont effectivement des valeurs beaucoup plus individualistes. Eh bien, elles sont aujourd'hui supplantées. Je pense qu'en tant que société, nous, on est un média qui fait société, parce qu'on parle à tout le monde. Il y a très longtemps, on disait on parle à tout le monde en particulier, mais c'est vrai, on est un média populaire qui vient parler à toutes les strates, à toutes les CSP, et donc aux petits, aux beaucoup plus âgés. Et donc se dire que ces valeurs-là prennent de l'importance année après année dans la société française, je pense qu'on peut tous s'en réjouir, parce qu'elles vont aider au vivre ensemble. Alors il y a un changement très clair, on a un consommateur, vous me disiez, qui a envie plus que jamais de changer, d'agir, c'est ça? Ouais. Moi je crois que le consommateur, effectivement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années on parlait du consommateur.
c'était un peu tombé à plat parce que je ne suis pas certaine qu'à l'époque, le consommateur, il s'était autant saisi de toute la chaîne de valeur des marques avec lesquelles il interagit. Et plus encore, finalement, aujourd'hui, on le voit, le consommateur, il dépasse largement le produit lui-même pour remonter dans la fabrication du produit, dans l'imaginaire autour du produit. Enfin, donc, il a très envie d'en savoir beaucoup plus. Et je pense qu'on est passé effectivement dans une relation où finalement, ce qu'on pourrait appeler, c'est pas éducationnelle, informative, ce qui finalement est un des premiers métiers de la publicité. Ceux qui critiquent la publicité ne se souviennent jamais assez que c'est un formidable moyen d'information, que ce soit dans les pays où c'est autorisé à titre politique, à titre de consommateur pour connaître les promotions, les prix, les avantages comparatifs. Et donc, ce consommateur, il est aujourd'hui effectivement dans une grande quête d'information et il faut la nourrir. Et comment les marques peuvent répondre justement à cette quête ? Quels outils Je pense qu'il y a un outil qui est important, c'est que finalement, si les marques se disent « Ok, les valeurs ont de la valeur, comment je les transmets ?» Comment je les transmets ? Chez JCDecaux, on sent bien que, par exemple, l'année dernière, on avait choisi pour notre rentrée le vocable « plus proche que jamais », parce qu'on sentait bien cette volonté de proximité des marques pour leurs consommateurs, proximité des personnes entre elles, on ne s'était pas vu depuis longtemps, et c'est vrai que nous, on est un grand média de la proximité. Je pense que cette proximité, elle est importante. Ce qui est important aussi, c'est ce dont a parlé TF1 tout à l'heure, en disant que la contextualisation était clé, parce que quand on peut porter un message en proximité, en contextualisation, ici on a une radio lyonnaise qu'un certain nombre d'entre vous connaissent bien, voilà, c'est important et cette contextualisation, le média de la communication extérieure, qui était plutôt un one-to-many, peut devenir un média contextuel grâce bien sûr à sa digitalisation, grâce à son achat programmatique et grâce à l'extrême agilité que nous avons mis chez JCDecaux à construire, bien évidemment, les campagnes les plus en adéquation, bien évidemment, et beaucoup plus contextualisées, adaptées. On peut parler dans toutes les langues. C'est vrai que le digital et le programmatique nous a ouvert un terrain de jeu et a ouvert aux marques un terrain de jeu extraordinaire. Vous me parliez aussi, parce que vous avez devancé ma question, parce que j'allais vous demander, comme pour la télé en fait, si l'affichage était toujours dans la course de cette nouvelle distribution de consommation médiatique. Vous m'avez parlé aussi d'un média pendant la préparation qui était populaire, statutaire, qui avait été le média de la Révolution, on en a parlé. Alors là aussi, pour revenir aux bases, la communication extérieure, l'affichage, c'est le média de la prise de parole du peuple, c'est le média de l'affirmation. C'est le média, oui, de la Révolution, on le sait bien. Et donc, c'est un média puissant, instantané, qui permet de faire passer rapidement sur la population ciblée des messages très forts. On connaît en 48 heures la rapidité de la courbe de progression en matière de reach et ensuite de répétition. Donc, à ce titre-là, c'est un média puissant. C'est un média, je l'ai dit, affinitaire, mais c'est aussi... Et ça, je pense que pour les marques aujourd'hui, c'est également quelque chose de très important. C'est un média apprécié et un média, effectivement, quand il s'exprime en mobilier urbain, très statutaire. Et finalement, on a pu voir que c'était également, alors que lorsqu'on pense médias d'influence, il y a quelques années, on pensait encore plutôt télévision, presse. Eh bien, la presse et la télévision, bien sûr, restent des grands médias d'influence, mais la communication extérieure a toute sa place dans cette influence qu'il faut aller porter pour... Je suis convaincue qu'il n'y aura pas de transition sociétale, sociale, énergétique, écologique dans nos pays s'il n'y a pas un accompagnement en matière de communication.
et la communication extérieure a tout son rôle à jouer. Vous me disiez d'ailleurs, parce qu'on parle effectivement de sens et de communiquer sur le sens, j'avais découvert pendant la préparation qu'il y avait par exemple des acteurs comme Change ou Make.org utilisaient l'affichage aujourd'hui. Oui, bien sûr. On les soutient parce que, à ce titre-là, TF1 en a parlé tout à l'heure, c'est important bien évidemment, je dirais, avec, quand on est un média puissant, un leader de son secteur, il est important d'être au rendez-vous. On parlait tout à l'heure avec Catherine de ONU Femmes qu'on vient de soutenir. Bon, toutes les causes, bien évidemment. Et c'est un média citoyen très utilisé. Vous savez que le mobilier urbain, finalement, la moitié de l'espace est utilisé par les collectivités locales, est utilisé par les régions. Et donc, ils se servent aujourd'hui de ce média, et le digital est formidable à ce titre. Hein. Le maire de Grenoble l'a bien compris, puisqu'on a installé des écrans digitaux à Grenoble, hein, contrairement à ce que vous pouvez peut-être entendre ou lire, parce qu'il peut directement prendre la parole, interagir avec ses administrés, faire des sondages en live, faire des référendums. La ville de Paris l'utilise depuis très longtemps, par exemple sur son budget participatif. Donc un média, en fait, un média de sens pour communiquer sur des causes, des informations de fond. Je crois que on l'a peut-être pas assez répété, nous, dans notre entreprise, ayant inventé il y a maintenant près de 60 ans ce média du mobilier urbain. C'est finalement un business model qui, à l'époque, était assez révolutionnaire, puisque c'est la publicité des annonceurs qui financent des équipements publics. Des réseaux d'abribus, des kiosques à journaux, éventuellement des bancs, des luminaires, des bornes de propreté. Donc, c'est vraiment le chiffre d'affaires publicitaire qui finance ces équipements. Donc, c'est vraiment un média directement d'utilité publique. On a rénové les 450 kiosques à journaux de Paris. Quand on sait combien de centaines, voire de milliers de points de distribution de la presse ferme aujourd'hui en France, il est urgent qu'on puisse redonner de la visibilité à la presse. On a même transformé les vieux kiosques de Paris, parce que chez JCDecaux, on aime bien réparer et réemployer. Hein, il y a un peu d'upcycling. Et donc, on est en train de redonner une nouvelle vie aux anciens kiosques à journaux de Paris en les transformant en points de collecte pour des fruits et légumes locaux. On fait ça avec une start-up qui s'appelle La Clayette. Le premier a été installé à Meudon et il y en a plein d'autres qui vont ouvrir dans le 92. Vous pouvez réserver sur votre smartphone la petite clayette de légumes et de fruits qui vous convient, et vous allez la chercher à toute heure du jour et de la nuit. C'est un carton absolu. On est à plus de 4 fois ce qu'on pensait avec la start-up réalisée en vente de légumes. Donc, ce sont des bonnes nouvelles, et c'est cette dimension très utile de ce média. Il faut toujours savoir qu'il y a à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires qui repart en investissement et dans les collectivités. Alors, vos équipes m'avaient préparé quelques slides sur les chiffres de l'efficacité du média affichage qu'on va peut-être mettre, mais moi, vous me donnez, en fait, vous me tendez la perche pour une autre question. Vous avez finalement été RSE avant que ça soit à la mode. Enfin, votre fondateur a travaillé, a monté son offre sur la frugalité, avec un système effectivement assez vertueux. J'imagine que, compte tenu du grand mouvement RSE qu'on a aujourd'hui, vous avez dû vous redéfinir comme ces marques qui ont été pionnières. Donc, vous avez également lancé de nouvelles offres RSE. Vous avez changé votre perspective. Offre RSE, non. Chez nous, c'est toute la boîte qui est RSE. Enfin, là-dessus, je pense que c'est de la responsabilité de tout le monde, enfin, nous tous dans la salle, qu'on soit média, qu'on soit agence, qu'on soit annonceur, de participer activement à la transition de nos entreprises. Alors on part tous, parce que chaque histoire est singulière, on part d'un point de départ, je dirais, et d'une histoire de l'entreprise à laquelle nous appartenons, qui est celle qu'elle est. C'est vrai que nous, mais de façon totalement unique, on a eu un fondateur qui venait de la ville de Beauvais, a plutôt été élevé par ses grands-parents, pas beaucoup de sous, pas beaucoup voilà. Et donc, pour lui, dès le début, quand à 18 ans, il se fait émanciper pour monter son entreprise, il comprend bien que comme il n'a pas beaucoup de sous, ce qu'il va investir, il faut que ça dure.
Donc je ne suis pas en train de vous dire que M. Decaux avait le développement durable en première direction dans son entreprise. Je suis juste en train de dire que comme il n'avait pas beaucoup de sous, il a plutôt investi dans de la fonte, dans du verre, dans des matériaux qu'on peut réemployer, réutiliser, refondre et réemployer, qu'il avait compris que ce qui s'entretient dure. On a des abribus parfois qui ont plus de 40 ans, sur le 40, 45 ans, parce qu'on les a très bien entretenus toutes les semaines, parce qu'on les a repeints quand il fallait, parce qu'on a changé une partie du toit quand il fallait. Ce qui s'entretient bien dure. Et donc, vous êtes dans une stratégie, effectivement, où le développement durable fait partie intrinsèque de votre entreprise. Alors, en 2014, donc voilà, quand même on a déjà 50 ans après la création de l'entreprise, on a créé quand même une direction du développement durable et de la qualité. Chez nous, ça va ensemble. Et on s'est fixé des objectifs ambitieux. On a déjà, entre 2021, en 7 ans, et 2014, on a baissé de plus de 80% nos émissions de gaz à effet de serre. On est déjà à plus de 83% de réduction de nos émissions de carbone sur les steps 1 et 2. Et là, on vient de publier notre stratégie RSE 2030 qui nous emmène, alors là, pour le coup, encore beaucoup plus loin puisqu'on incorpore le step 3. Nous, on a par exemple en France plus de 1700 fournisseurs. Et donc, ça veut dire qu'on les emmène avec nous dans cette... et ce sont souvent des PME ou des TPME. Et donc, c'est vrai que c'est un challenge incroyable pour notre entreprise de se dire qu'on va embarquer dans les territoires tous nos partenaires, fournisseurs, dans ce scope 3. Donc, voilà, un grand challenge devant nous. Mais on est très fiers d'avoir pu, dès l'année dernière, dire que nous contribuions dès 2021 à ce que chaque campagne soit, je dirais, contribue à la neutralité carbone mondiale. Voilà. Avec des choix que vous faites, même en cas de crise, ça veut dire que vous décidez de poursuivre votre trajectoire. Oui, parce que rien n'était plus simple quand on a fait ce choix de monter une calculatrice carbone, quand on a fait le choix effectivement de devenir, on n'a plus le droit de dire neutre carbone, hein, donc de participer à la neutralité carbone mondiale dès 2021. C'est plusieurs millions d'euros qu'il fallait encore investir en 2020 pour arriver à proposer ça à nos annonceurs et aux agences. Très franchement, nous, 2020, Covid, l'entreprise au plan mondial, elle fait moins 38% de chiffre d'affaires. Hein. Elle perd 600 millions d'euros. C'était assez simple pour les actionnaires de dire bon, bah alors, tu sais quoi, ta calculatrice, tu l'auras l'année prochaine. Et puis, t'attends 2 ans pour la neutralité carbone. Mais non, parce qu'en fait, on a la chance d'être une entreprise familiale, donc qui a plutôt une vision, je dirais, actionnariale moyen terme. Et donc, on s'est dit non, c'est trop important. Chacun met sa petite pierre à l'édifice. Et nous, la stratégie qu'on s'est fixée, on doit la tenir. Voilà, et c'est ça, je pense, que en conscience, aujourd'hui, les agences, les annonceurs viennent chercher dans les entreprises médias avec lesquelles ils travaillent. Alors, vous me disiez pendant notre préparation, et j'avais apprécié ce point, qu'à un moment donné, les médias ont été sommés de se réinventer, que vous l'aviez fait, d'autres l'ont fait, et vous l'aviez fait en dépit d'un passé déjà très ancré dans la durabilité, mais qu'à un moment donné, c'était aussi une histoire collective. Bien évidemment. Moi, je suis à fond pour que toutes les actions de la filière soient portées. À l'UPE, nous, c'est notre organisme professionnel, c'est l'Union de la publicité extérieure. On a été les premiers, alors qu'on est concurrents entre nous, bien évidemment, mais on a été les premiers, par exemple, à transmettre à Barbara Pompili, à l'été 2021, nos engagements de réduction 2025 de moins 20% de notre empreinte énergétique. On a dit qu'on ferait moins 48% d'ici 2030. Et ça, c'est vraiment la collective. Donc, il y a la collective de chacun de nos métiers. Puis après, il y a la collective de nous tous, les médias, les agences, les annonceurs, tout ce qu'on pourra faire ensemble. Je pense que ce sera extrêmement bénéfique. Et je pense que les aspects, on peut tout à fait demeurer concurrents. Énergiquement, tout en assurant la promotion de cette transition et puis aussi les actions concrètes, tangibles, mesurables qu'on va tous prendre. Et on avait aussi parlé, dernière question, du sujet des appels d'offres. Ça veut dire peut-être que chacun doit jouer le jeu
Ça, c'est bien sûr les appels d'offres que les annonceurs font pour sélectionner, je dirais, les sociétés médias avec lesquelles ils souhaitent travailler sur 3 ans, sur 1 an, enfin pour la période qui les importe. Nous, on pense qu'on peut accélérer cette transition si, quand il y a un appel d'offres, alors nous, ça concerne bien sûr le marché des annonceurs, mais aussi le marché de nos collectivités locales, des grandes sociétés de transport, les métros, les gares, les aéroports dans le monde. Quand vous êtes une ville et que vous avez vocation et volonté à faire bouger les choses en matière de transition, inscrivez-le dans votre appel d'offres. Mettez sur 100 points, vous mettez 20 points sur la transition. Si vous mettez 0 point, vous ne donnez pas envie aux gens de se bouger pour que ça bouge. Donc, c'est vrai que là-dessus, nous, on a beaucoup porté la voix sur les 2 dernières années, parce que, par exemple, en France, je crois que le PIB, la part du PIB qui est portée par l'État, les collectivités locales, je dirais le monde du public, c'est plus de 14% du PIB. Si tous les appels d'offres du public mettent, pas que nos appels d'offres, bien sûr, tous les appels d'offres mettent pour tout ce qui doit être fait pour le public, de là, eh bien, des points sur la transition, moi je pense que ça sera très salutaire et ça va obliger tout le monde à accélérer. Un dernier conseil, le mot de la fin aux annonceurs par rapport à ces enjeux-là, comment les saisir? Soyez déterminés, c'est une longue bagarre, je pense qu'on est tous en train de mener, ça ne va pas se faire en claquant des doigts et voilà. Donc je pense qu'il faut conserver cette volonté d'agir, cet enthousiasme et encore une fois, beaucoup d'éducation vis-à-vis du consommateur qui n'a qu'une envie, c'est parce qu'on est d'être séduit, mais aussi de bien comprendre les ressorts des marques et des produits qui lui sont proposés. Je vous remercie infiniment. Merci pour tout.